Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cet atelier AFJE que nous avons le grand plaisir d'organiser avec notre partenaire, le cabinet Vogel et Vogel, que nous remercions sincèrement de nous accueillir ce matin, de bon matin, dans ces locaux pour évoquer la réforme du droit des contrats et son impact sur vos contrats commerciaux et leurs négociations, leur rédaction. Je vous invite à participer pleinement à cet atelier en posant vos questions à la fin de celui-ci. Je vous souhaite tout simplement un très très bon atelier. Merci beaucoup. Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc on avait fait un atelier avec l'AFJE il y a un an à peu près lors de la publication de l'ordonnance. Et à l'époque, c'était un peu un atelier de droit prospectif et de politique juridique. Donc on se disait que va nous apporter l'ordonnance, qu'est-ce que ça va changer et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Alors bien entendu, on ne perd pas de vue ces aspects, mais aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, l'ordonnance est du droit positif. Depuis 6 mois, l'ordonnance est entrée en vigueur et s'applique donc à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016. Donc maintenant, même si on n'en pense pas beaucoup de bien, forcément, il faut faire avec et voir comment il faut adapter les contrats commerciaux à ce nouveau droit des contrats. Alors je dirais même qu'il faut aller plus loin peut-être que simplement adapter les contrats, parce qu'il faut également changer la façon dont on négocie les contrats. Donc ce n'est pas seulement écrire les contrats autrement, mais c'est d'abord les négocier autrement, les écrire autrement et les appliquer autrement. C'est un peu ça le leitmotiv de ce matin. Alors, à titre d'introduction, je pense qu'on peut être assez bref. Alors il y a beaucoup de gens qui vous disent que la réforme du droit des contrats ne change pas grand-chose, que c'est une simple codification à droit constant de la jurisprudence rendue depuis 1804 et qu'à part ça, il n'y a pas besoin de changer grand-chose. Alors nous, au cabinet, on ne pense pas du tout que ce soit le cas, c'est-à-dire qu'on pense que c'est une vraie réforme d'ampleur, parce qu'il y a un projet politique dans cette ordonnance, et donc notamment un projet de protection de la partie faible. Et donc il y a beaucoup de dispositions nouvelles qui protègent la partie faible au contrat. Et donc pour la partie forte, naturellement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est également un projet du droit qui donne beaucoup de place aux juges. On a écrit un article récemment sur notre blog, le juge, troisième partie au contrat. Et cet article a été repris d'ailleurs dans les ouvrages de Hachette d'initiation au droit, parce qu'ils ont considéré que effectivement c'était un bouleversement du droit. La place du juge dans le contrat depuis la réforme devient beaucoup plus importante. Il a des droits beaucoup plus importants de modification du contrat qu'auparavant. Et également, je pense que souvent, ce nouveau droit, il va plus loin que la codification de la jurisprudence, parce que parfois, il prend des positions opposées. Il casse parfois la jurisprudence. D'autres fois, il la codifie, c'est vrai. Mais je pense que là aussi, c'est un changement important, parce que le fait de codifier une jurisprudence n'est pas neutre. Lorsque vous codifiez dans le Code civil une jurisprudence, elle a beaucoup plus d'impact. Un exemple, dans ce nouveau code, on codifie la violence économique, ou plutôt la violence par abus de dépendance. Alors, ça existait déjà dans la jurisprudence. Il y avait des arrêts, il y avait 2 ou 3 arrêts de la Cour de cassation qui annulaient des contrats pour vice du consentement, pour violence, en raison d'un abus de dépendance économique envers le co-contractant. Mais c'était 2 ou 3 arrêts. Si on faisait un sondage parmi 100 avocats pour leur demander est-ce qu'on peut annuler un contrat pour vice de violence par abus de dépendance, c'est pas sûr qu'ils répondraient oui. Vous voyez, souvent on ne le sait pas forcément. Une fois que c'est inscrit dans le code, tout le monde, un très grand nombre de personnes le savent, et l'application est beaucoup plus importante. Un exemple, la rupture de relations commerciales établies, ça a toujours existé en droit français, par l'abus de droit, par le manquement à l'obligation de bonne foi. Depuis que c'est inscrit dans le Code de commerce, il y a des centaines de procès par an, alors que dans les années 80, il y avait une demi-douzaine de procès par an. Et donc c'est un changement radical, même simplement de codifier une jurisprudence. Alors, à quoi s'applique cette réforme ? Alors,
il y a des gens qui disent aussi cette réforme, c'est pas grave, ça s'applique uniquement aux nouveaux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Donc pour tous les anciens contrats, on reste dans le droit ancien, dans notre vieux Code civil de 1804. Alors ce n'est pas tout à fait vrai non plus, pour plein de raisons. C'est-à-dire que ce nouveau droit, il a une application très large. Alors d'abord, il s'applique effectivement à tous les nouveaux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016. Mais des nouveaux contrats, d'abord, il y en a beaucoup. Et puis surtout, dès lors que d'après les promoteurs du nouveau droit, dès lors qu'on renouvelle un contrat, eh bien c'est un nouveau contrat. Normalement, un contrat renouvelable par tacite reconduction, le contrat renouvelé est un nouveau contrat, normalement à durée indéterminée. Donc il est soumis au nouveau droit, normalement. Alors il y a des arguments pour dire le contraire. Mais je dirais que ces arguments, il faut plutôt les soulever au contentieux pour faire valoir l'ancien droit. En termes de conseil, on a plutôt intérêt à considérer que malheureusement, les contrats renouvelés, après le 1er octobre 2016, sont soumis au nouveau droit. Les avenants, dès lors qu'ils changent des éléments importants du contrat, ils sont soumis au nouveau droit. Les contrats d'application des contrats cadres, si le contrat cadre soumis à l'ancien droit, mais contrat d'application conclu après le 1er octobre 2016, soumis au nouveau droit. Donc il y a plein de contrats qui sont soumis au nouveau droit. Et je pense que ça va même plus loin parce que le droit, c'est un peu comme la politique, on vit dans le présent et dans l'avenir, pas dans le passé. Et ça veut dire que même pour les contrats anciens, les praticiens et les juges vont avoir tendance à les interpréter en fonction du nouveau droit, même s'ils sont soumis à l'ancien. On va avoir tendance à appliquer beaucoup plus la bonne foi. Les solutions du nouveau droit vont avoir tendance à contaminer l'ancien droit. Donc, et d'ailleurs, c'est assez amusant, c'est que actuellement, dans les procès qui ont lieu devant les tribunaux, en général, ce sont des procès qui concernent des anciens contrats. Systématiquement, les avocats invoquent le nouveau droit. On trouve des arguments disant, par exemple, certains avocats invoquent déjà l'imprévision. Ils disent que finalement, il y a un changement de circonstances qui rend nécessaire une modification du prix. Et d'ailleurs, ça a été reconnu par le nouveau Code civil, qui ne fait que codifier des solutions qui existaient dans l'ancien, et que déjà, ils vous sortent une demi-douzaine d'arrêts de la Cour de cassation qui déjà avant disaient que l'obligation de bonne foi faisait qu'un prix devenu absolument non compétitif, des arrêts UAR et compagnie, devait permettre une négociation, une renégociation ou un changement de contrat par le juge. Donc beaucoup d'avocats invoquent déjà le nouveau droit à propos de contrats anciens dans des procès actuels. Donc tout ça, il faut être conscient que l'application de ce nouveau droit va beaucoup plus loin que ce qu'on pourrait penser. Donc, changement majeur qui implique donc une autre façon de négocier, de rédiger et d'appliquer les contrats.